Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Marie Goyon, qui est anthropologue et qui est membre permanente de l'équipe pluridisciplinaire de recherche du programme IDEA. Vous aurez compris, l'apport des sciences humaines et sociales est pour nous absolument incontournable dans l'exercice du projet tel que nous le pratiquons. Bonjour, la leçon d'aujourd'hui portera sur la méthodologie, l'enquête d'usage. Donc les usages sont au cœur de la démarche de design thinking et les sciences humaines et sociales développent depuis leurs origines des méthodes pour décrire et comprendre ces usages. Alors nous en retiendrons une, l'ethnographie, qui est développée dans le cadre du projet anthropologique. Alors, pour vous expliquer un petit peu, la spécificité de l'anthropologie n'est ni liée à la nature des sociétés étudiées, dites modernes ou traditionnelles, ni à des objets particuliers comme la religion, l'économie ou encore les arts, ni même aux théories utilisées, structuralisme, fonctionnalisme, etc., mais bien à un projet, l'étude de l'homme tout entier, dans toutes les sociétés, sous toutes ses latitudes et dans tous ses états. Donc le projet est inséparable d'une méthode, et non pas abstraite et spéculative, mais vraiment d'observation directe des comportements sociaux à partir d'une relation humaine engagée sur un terrain, une relation directe avec les groupes. Donc c'est l'enquête de terrain, dite enquête ethnographique. Alors ethnographique signifie littéralement écrire les cultures, et c'est bien ce que nous allons faire pour enquêter sur les usages. Deux méthodes à utiliser conjointement, observation et entretien. Alors l'observation, 3 étapes. Observer, décrire, analyser. L'objectif, on cherche à collecter des pratiques, des modes de vie qui s'inscrivent dans des lieux, des temporalités précises. Il s'agit d'enquêter auprès des usagers dans leur contexte d'usage, c'est-à-dire vraiment là où ils vivent, pratiquent leurs activités, in vivo et non in vitro. In vitro, ce serait par exemple le cadre artificiellement créé de panels ou de lieux de test marketing. Un exemple sur la mobilité, par exemple, pour comprendre les pratiques de mobilité quotidienne en ville, il faut les observer à différents moments de la semaine, week-end compris, de la journée, parce que les usages et les usagers varient selon les horaires d'observation. Les suivre dans leurs déplacements, identifier des lieux clés, par exemple, des stations de transit multimodales, stations de vélo sur Lyon, par exemple, des espaces informels de regroupement. Et on va décrire les lieux, les couleurs, l'ambiance, les sons. On regarde comment les gens se déplacent, investissent l'espace. Un des textes les plus célèbres d'un des fondateurs de l'anthropologie qui s'appelle Marcel Mauss parle des techniques du corps. Marcher n'est pas anodin, les façons de marcher ne sont pas anodines. Nous allons donc, par exemple, dans le cadre des mobilités, voir comment les usagers interagissent avec d'autres, quels gestes ils adoptent, quelles techniques aussi ils développent pour utiliser, par exemple, les technologies, les services qui leur sont proposés, et les détournent parfois, ou les utilisent selon un mode d'emploi pas du tout prévu par ces concepteurs. Ont-ils des astuces, des trucs, des tactiques, autant de réactions qui vont nous intéresser. Alors comment collecter tout ça? Avec un carnet de terrain, un appareil photo, une caméra, et on cherche à décrire le plus finement possible. Donc il est essentiel de décrire et non pas d'expliquer ou d'analyser. On va aiguiser son attention et son regard pour rendre étranger, voire même étonnant, ce qui nous est dans un premier temps des plus familiers. Et plus tard, on analysera en triant les données produites, en repérant les similitudes, les différences, les variations. C'est ce qui va permettre de comparer et donc d'analyser. Deuxième outil, les entretiens. Alors l'objectif là est de faire raconter les usages, les façons d'être et de faire, le pourquoi, mais surtout le comment des pratiques actuelles. Donc, au lieu de collecter, comme on peut le penser classiquement, des avis, des besoins, des envies qui sont de l'ordre de l'intention et de l'opinion, on va, dans la démarche ethnographique, au contraire, s'attacher à faire émerger un récit de pratique. On fait décrire aux personnes leur façon d'agir, leur façon de faire, vraiment. Au départ assez factuel et descriptif, très rapidement, le récit amène toujours l'enquêté à parler du pourquoi de ces pratiques et à reconstruire une histoire qui l'a amené à l'état actuel de ces usages. Autant d'indices précieux pour nous, pour comprendre les modes d'appropriation, par exemple, des technologies, les objets et les services qui nous entourent. Et on va faire émerger progressivement des comportements moins logiques ou naturels, des représentations, des imaginaires qui vont rentrer en corrélation avec les données qu'on a collectées plus tôt lors de la phase de veille. Donc comment s'y prend-on? Par des entretiens qualitatifs,
c'est-à-dire des entretiens longs et enregistrés, au cours desquels les personnes que vous avez contactées spécifiquement dans ce but vont s'adresser à vous directement et personnellement. Donc, il existe 3 types d'entretiens qui apportent des informations très différentes. Ils ne sont donc pas équivalents ou interchangeables, mais ils peuvent constituer des étapes complémentaires dans le cours de l'enquête. Le premier type d'entretien, l'entretien directif. Donc, on va collecter uniquement des données factuelles. C'est une sorte de questionnaire oral. Il peut être intéressant pour nous, mais à ce moment-là, à utiliser en début d'enquête, lorsque la relation de confiance n'est pas encore établie avec les enquêtés, et où on veut simplement cadrer un petit peu sa recherche. Le deuxième type d'entretien, c'est l'entretien semi-directif, où là, on va également collecter des données factuelles, plus quelques ressentis sur des thèmes précis que nos questions orientent. Et le troisième type d'entretien, c'est l'entretien libre. Les discours, les ressentis sont collectés, aussi bien que les interrogations à partir d'un thème de départ donné en entretien. Donc, c'est cette dernière forme d'entretien que nous allons privilégier, puisque c'est elle qui permet de faire raconter les usages dans le cadre de la démarche de design thinking. Important, les entretiens approfondis n'ont pas vocation à être représentatifs. Ils n'ont pas besoin forcément d'être nombreux, mais ils ont pour but de faire émerger vraiment des pratiques et des représentations, des histoires de vie. De livrer la singularité d'un point de vue qui est tout aussi valable qu'un grand nombre. On cherche à éviter les réponses standardisées et les discours prêts à l'emploi. L'entretien lui-même, d'ailleurs, constitue aussi un cadre d'observation intéressant, puisque le décor, les conditions, les attitudes corporelles des personnes avec qui vous allez vous entretenir, leur silence aussi, sont des révélateurs de la situation qu'on cherche à comprendre. Attention, dernière attention, 2 heures d'entretien enregistré correspondent à 8 heures de retranscription. Alors, pourquoi corréler observation et entretien? Parce que ça permet de faire émerger des scénarios d'usage qui sont essentiels à cette phase du projet Design Thinking, des contextes, des environnements, des modes d'usage et des types d'usagers qui vont devenir cohérents, mais aussi des acteurs en puissance, par exemple, que vous chercherez à mobiliser dans la suite du projet. Une ouverture sur la leçon suivante qui portera sur la cartographie d'acteurs. L'intérêt d'allier les deux méthodes, c'est de mettre en perspective des pratiques et des discours. Et en faisant ça, cela nous permet de percevoir parfois la grande distance entre ce que l'on dit et pense et ce que l'on fait. Donc on peut ainsi reconstituer des univers vraiment signifiants où l'objet et les pratiques sont perçus dans leur contexte global, d'inscription familiale, sociale, économique, culturelle, politique. Donc on évite l'écueil des idées préconçues, des stéréotypes d'usage et d'usager. On évite de tomber dans le panneau de l'illusoire profil type. Alors, pourquoi SHS et Design Thinking? Pour une innovation par l'usage et non une innovation centrée utilisateur. Mieux connaître nos usages actuels, c'est mieux comprendre les potentiels déjà présents dans nos façons de faire. Développer des produits, pas seulement adaptés à des besoins, mais porteurs de sens. C'est rompre avec nos stéréotypes et prénotions pour mieux comprendre ses contemporains et proposer des solutions qui partent donc des usages réels. C'est aussi être capable de voir l'exotique dans le quotidien. Rien n'est banal, rien n'est ordinaire ou naturel et tout est digne d'intérêt. Ce sont des clés pour innover et pour stimuler sa créativité. Et finalement, être en capacité de saisir le potentiel d'acceptabilité et de désirabilité du projet, en saisissant un peu plus que l'air du temps, mais peut-être même les nouveaux paradigmes en émergence. Un dernier petit schéma pour conclure, qui met en évidence les interactions entre objet, usage, dimension collective sociale et dimension individuelle. Merci.